You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Au micro, Christina Rosati, de l'autre côté de la vitre, je salue notre Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Christina et bonjour à tous. Et aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on entendra sa voix parce que Sarah, elle a fini son stage. Elle part pour de nouvelles aventures. Oui, c'est triste, mais bon, peut-être qu'un jour je reviendrai, on ne sait pas. Exactement, je le souhaite. Au sommaire, cette semaine, nous parlerons d'austérité et privatisation de la politique sur la vaccination pour finir avec la place des patients VIH dans cette crise sanitaire. Nous le ferons avec l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament et avec le Syndicat général de la médecine. Nous vous présenterons aussi le nouveau site lancé par l'association Les Séropotes, vipositive.org. Passerons ensuite aux annonces du cœur pour finir avec les infos de la semaine que vous savez et sont lues par notre Sarah. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur le site comitédesfamilles.net. Nous avons également un Twitter VIH Radio et notre page Facebook Comité des familles. Mais avant de commencer, il y a quelqu'un qui veut nous faire un petit coucou, notre cher Christian, que vous connaissez, surtout les personnes qui nous suivent depuis très longtemps. Christian qui a déménagé à Nîmes. J'ai parlé avec lui ce fin de semaine. Voilà ce qu'il nous a dit. Bon ben voilà, amis auditeurs de notre très belle chaîne de radio, bonjour, bonjour, voilà, je vais très très bien, j'espère vous aussi, vu, n'est-ce pas, l'actualité actuelle, la Covid, je sais que certains passent peut-être des moments difficiles, il y en a qui ne travaillent pas, d'autres sont à la maison, ils seront peut-être, on ne sait jamais, soit confinés ou pas, mais du coup, on est là, et il y a le couvre-feu, donc voilà. On vit avec, vraiment, j'espère que de votre côté, ça se passe tranquille, que vous tenez le coup, parce que c'est pas très facile. Moi, je me porte bien. Je sors de mon enterrement de vie de garçon. Vous savez, je vais me marier le 24 avril, vaille que vaille, quel que soit lambda. Donc, est-ce qu'on va faire la fête? Est-ce qu'on ne fera pas la fête? Je vous l'annoncerai un mois avant, mais nous allons nous marier, même si on ne fera pas la fête, peut-être qu'elle sera reportée. Pour le moment, nous n'en sommes pas là, je me porte bien. Je ne suis pas confiné, heureusement, moi je travaille, je vais au boulot, je vais à mes occupations, je respecte comme dans l'ensemble du pays. Le couvre-feu, voilà, respectons le couvre-feu, respectons les consignes, vivement que le vaccin soit finalement disponible pour tout le monde et voilà, ça fera un très grand bien. Donc, nous sommes là, on croise les doigts. Un message d'espoir de ta part, parce que même avec ces situations très compliquées, la vie continue, tu vas te marier, tu fais tes projets, ça c'est très bien. Mais voilà, c'est ça, il faut pas désespérer, il faut rien lâcher, sinon beaucoup vont sombrer totalement, n'est-ce pas, ils vont continuer davantage à stresser, à se créer des problèmes. Franchement, c'est pas le temps de stresser davantage, parce que je sais bien que pour ceux et celles qui vivent déjà le mal, l'autre mal, n'est-ce pas, qui nous tracasse, il n'est pas nécessaire d'en ajouter encore d'autres. Donc, soyez zen, faites du sport, sortez en respectant les consignes et vivement tout ira pour le mieux.
Jérôme Martin est enseignant, militant antiraciste et LGBT+, ancien président d'ACT UP Paris. Il a fondé l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Nous avons discuté de la crise sanitaire et des répercussions sur la course au vaccin. Pour commencer, je lui ai demandé ce que la crise sanitaire a mis à nu du système sanitaire. C'est les défauts que nous, on a dénoncés dès le départ, dès la première allocution présidentielle le 12 mars, annonçant la fermeture des écoles et puis ensuite le confinement, à savoir une absence totale de marge de manœuvre pour faire face à une crise sans précédent. Donc cette marge de manœuvre, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans le financement du système de santé publique. Or, depuis 20 ans, les hôpitaux et la santé d'une façon générale ont été la cible de politiques d'austérité qui l'ont rendu totalement incapable de faire face à la moindre crise. Et c'était annoncé, non pas pour le Covid, mais pour les épidémies de grippe. Quand la crise du Covid a commencé, plus de 150 services hospitaliers étaient en grève depuis un an et dénonçaient le manque de moyens. Et parmi eux, des médecins urgentistes disaient bien que les hôpitaux n'étaient pas capables d'accueillir une forte épidémie grippale. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'austérité. La deuxième chose, c'est la privatisation de la production, de la recherche et de la diffusion des médicaments, des vaccins, des diagnostics, des tests et des dispositifs médicaux. On vous le voit bien avec la question du vaccin, j'imagine qu'on va revenir plus tard, à quel point on ne maîtrise absolument pas les recherches qu'on finance pourtant nous-mêmes. On n'a pas de visibilité sur les protocoles, on n'a pas de visibilité sur les résultats intermédiaires des essais, de façon à pouvoir anticiper une stratégie de réponse sanitaire à la crise en cours. Voilà. Et donc tout ce qu'on dénonce depuis notre création s'est incarné et a été totalement valorisé, mis en valeur par la crise du Covid. Et nous, on estime qu'il est grand temps maintenant de faire toute la transparence sur la chaîne du médicament et de financer le système de santé comme il devrait l'être. On va revenir, comme vous disiez, sur la question des vaccins, mais on va reprendre un peu ces deux points, l'austérité et la privatisation, en particulier l'austérité. Cet automne, on a vu été voté le financement de la sécurité sociale pour 2021 et vous avez dit justement que ça annonçait comme de nouvelles mesures d'austérité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde le budget global de la sécurité sociale tel qu'il a été voté, et notamment du volet maladie et de ce qu'on appelle l'ONDAM, qui est le budget des hôpitaux, une fois qu'on retire les petites mesurettes qui avaient été annoncées dans le cadre du Grenelle de la santé et qui ne compensent même pas le perte des niveaux de vie des soignants et des fonctionnaires hospitaliers depuis 10 ans, on constate que le budget pour l'hôpital est encore à la baisse, qu'on baisse encore les moyens donnés à l'hôpital. Donc, en plein cœur d'une crise qui a montré à quel point notre système hospitalier, notre système de soins était extrêmement vulnérable à la moindre crise sanitaire, le gouvernement, la majorité, a décidé de donner encore moins de moyens à ces hôpitaux. Il y a juste un point peut-être positif par contre de ce financement, que les industriels doivent dévoiler leur financement public obtenu lors de la procédure de développement du médicament, au moins en partie. Ça, c'est quelque chose de positif, mais peut-être pas suffisant. Alors, c'est vrai que c'était une avancée qu'on attendait. Donc, à l'intérieur même de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, a été adopté un amendement qui impose aux industriels de faire toute la transparence sur les aides publiques qu'ils ont reçues. Ça signifie, pour bien rappeler de quoi il est question, c'est qu'on finance énormément la recherche privée, notre argent public. Sanofi, par exemple, reçoit depuis 11 ans 150 millions d'euros par an de soutien à la recherche, alors qu'on ne sait pas du tout ce qui est fait de cet argent, et qu'ensuite, on n'a pas la moindre idée de la façon dont cet argent public est pris en compte dans la fixation du prix, une fois qu'il y a des médicaments qui arrivent sur le marché. Et donc, on se retrouve à payer 2 fois le prix des médicaments. Donc, cet amendement, c'est effectivement une avancée, mais ça reste très insuffisant. Pourquoi ? D'une part, ce n'est qu'un amendement qui avait déjà été adopté suite à notre travail et notre pression l'année dernière et qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel suite à une erreur grave du rapporteur qui s'appelait Olivier Véran. Donc, on a déjà perdu 1 an. D'autre part, ça ne fait la transparence que sur les financements publics.
ça n'indique pas ce qu'ont payé eux-mêmes les industriels. On a une idée générale du budget et de la légitimité des prix qui sont fixés. Enfin, c'est quelque chose qui risque d'être retardé puisqu'il y a 1 an de délai d'application et que dans 1 an, on sera en pleine période électorale et qu'on peut donc douter qu'une telle mesure soit prise réglementairement alors qu'on sera en pleine période électorale. Donc c'est effectivement une avancée au niveau symbolique, on attend des résultats concrets, mais surtout on n'avait pas besoin d'une loi pour faire ça, c'est-à-dire qu'il est totalement anormal que les services publics ne soient pas capables de savoir à quoi sert l'argent et où va l'argent de soutien. On se retrouve là avec un scandale autour de Sanofi qui licencie le laboratoire Sanofi et qui va supprimer encore des postes de chercheurs. Qu'est-ce que Sanofi a fait des 150 millions d'euros qu'on leur donne par mois? Qu'est-ce que Sanofi a fait de l'argent public qui a été donné pour la recherche pour un vaccin contre le Covid-19? Et ça, il ne devrait pas y avoir besoin d'une loi pour le savoir. Peut-être ce questionnement, ça fait partie un peu de toute la transparence que vous demandez par rapport à la chaîne de production des médicaments. Et ça me fait revenir à un point aussi qu'on avait touché lors du premier confinement, la pénurie des médicaments. C'était un sujet qui faisait beaucoup discuter. On avait remis en discussion les stocks des médicaments. Et maintenant, on n'en parle plus. C'est quoi la situation ? Alors pour l'instant au niveau des médicaments essentiels en réanimation, nous on n'a pas de remontée de terrain. On a mis en place un observatoire qui nous alerte. Il y a eu des tensions à nouveau sur du matériel de protection, il y a eu des tensions parfois sur des bouteilles d'oxygène. Assez souvent, le gros problème pour le moment, c'est la question des masques FFP2, donc des masques de protection supérieure, masques chirurgicaux, et où en France, on a une doctrine qui restreint totalement l'usage de ces masques, y compris pour les soignants, à du contact avec des cas Covid avérés, alors même que ce masque FFP2 est utilisé, y compris en population générale, chez le citoyen, par exemple en Italie, et vient d'être rendu obligatoire en Bavière aussi. Donc la situation dans les hôpitaux, en tout cas au niveau des pénuries, est beaucoup moins grave, mais cependant, en ce qui concerne les pénuries des médicaments de façon générale, les alertes auprès de l'Agence nationale, de l'Agence du médicament, ont encore été doublées cette année, entre 2020 et 2019, selon une étude qu'a publiée Que Choisir. Donc on voit bien que structurellement, le problème n'est pas résolu. On a confié le médicament, le vaccin, le diagnostic à une logique privée. Donc à une logique de l'offre et la demande. Donc même si le produit est essentiel, si jamais il n'est pas jugé suffisamment rentable, ou si jamais il n'y a pas assez de production, il va vers les personnes qui achètent le plus. Et c'est la conséquence logique du système que l'on a collectivement choisi de faire. Et donc si on veut en finir avec les pénuries, c'est vraiment l'ensemble du système qu'il faut changer, faire la transparence sur l'origine des matières premières, et on sait bien à quel point on est dépendant au niveau production de médicaments, notamment de l'Asie, 80% pratiquement pour certains, pour de très nombreux médicaments, ce qui fait que quand la production en Asie a été bloquée, c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec beaucoup moins de médicaments. Et une des solutions pour ça, c'est de revenir à un pôle public du médicament, donc d'articuler une recherche publique forte avec une production locale, nationale, gouvernée et par des représentants de l'État, des représentants des usagers, des représentants des médecins, des syndicats de travailleurs. On a absolument besoin de réinscrire le médicament, le vaccin, le dépistage dans des logiques d'intérêt public. Et cette crise, il nous avait donné un peu, la possibilité de le faire, mais c'est pas du tout dans cette direction que nous sommes en train d'aller. Et pour venir au cœur un peu des préoccupations de tout le monde en ce moment, le vaccin. Les vaccins, déjà, on peut dire qu'on a vu sûrement une course au vaccin, mais quand même les pouvoirs publics, ils ont intervenu à la base de ces vaccins. C'est eux, au fond, qui ont financé la base des recherches. C'est bien cela?
c'est eux qui ont financé, notamment en France, mais dans l'urgence. C'est-à-dire que c'est le 5 mars qu'Emmanuel Macron s'en fait une photo et s'entoure de chercheurs du public et du privé pour annoncer que les robinets de l'argent public seront ouverts pour trouver des réponses très rapides au Covid. Dans les faits, on se rend compte que l'argent n'a pas été beaucoup versé par la France notamment. Mais il y a quand même de l'argent public qui a été mis et des moyens qui ont été mis, ainsi que par la plupart des États. Il y a deux problèmes à ça. C'est que d'une part, notamment en France, la famille des coronavirus n'a pas été jugée suffisamment importante pour faire l'objet d'un financement continu au cours des 10 dernières années. Il y a par exemple une équipe du CNRS à Aix-Marseille dont le dirigeant Bernard Canard a témoigné pour bien indiquer qu'au cours des 15 ans, il a pratiquement passé plus de temps à faire des demandes de financement à l'Europe, à la France, plutôt qu'à travailler sur les coronavirus eux-mêmes. Justement parce qu'on est dans une logique de profit à court terme. Et donc, on arrive où cette famille de virus se transforme en une menace mondiale, et alors même qu'un financement continu ces 15 dernières années nous aurait donné de précieuses informations sur la famille dans son ensemble, et nous aurait donné au démarrage de la crise beaucoup plus de réactivité pour trouver des réponses thérapeutiques adaptées à ce virus précis. Il aurait juste fallu trouver des déclinaisons d'une grande famille d'antiviraux ou d'une grande famille de vaccins. Eh bien non, on se retrouvait démunis par rapport à ça en termes de connaissances, tout simplement parce qu'on a estimé que ce n'était pas assez rentable auparavant. Oui, là, c'est dans la logique vraiment du capitalisme. On regarde tout de suite dans le immédiat futur, mais on ne se projette pas. C'est ça, et y compris pour une recherche publique qui a besoin de temps et dont on ne peut pas dire à l'avance si tel ou tel virus qu'on étudie, qui ne ressemble pas très très menaçant, est-ce que c'est intéressant de financer sa recherche? On se rend compte qu'en fait oui. Et si j'insiste sur ce premier point, c'est qu'on est en train de répéter les mêmes erreurs et même de les aggraver. Si on en revient à la question du sida, vous savez que l'ANRS, l'Agence nationale de recherche contre le sida et les hépatites, a été réformée, donc elle est fusionnée, ses domaines de recherche sont élargis à toutes les maladies infectieuses, c'est arrivé en décembre, sauf que le gouvernement n'a pas donné de moyens supplémentaires à cette agence, qui se retrouve donc à devoir faire des recherches sur le VIH, sur les hépatites virales, mais aussi sur toutes les menaces virales connues ou inconnues, de façon à être plus réactive la prochaine fois, mais avec les mêmes moyens qu'elle avait uniquement pour le sida et les hépatites. Donc on est en train de refaire très exactement les mêmes erreurs, et dans 5 ans, quand une nouvelle menace virale apparaîtra, on nous dira « Ah on ne pouvait pas savoir, on ne pouvait pas savoir ». Si on sait, il est absolument indispensable, et notamment pour vos auditeurs, de se mobiliser pour que cette nouvelle agence dispose des moyens suffisants pour faire tout le travail qu'on lui donne. Parce que sinon, c'est aussi la recherche contre le sida qui va être sacrifiée. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est la question de d'une part de l'austérité donnée à la recherche, mais aussi de la logique d'intérêt à court terme et de rentabilité qu'on lui a donnée. Mais l'autre aspect, c'est ce que j'ai déjà mentionné, la question de la transparence sur le contenu même des essais qu'on finance. Dès le 5 mars, Emmanuel Macron avait les moyens, en finançant ça, d'exiger qu'on obtienne les protocoles des essais de tous les industriels qui étaient financés. C'était exactement ce que les malades du sida avaient dans les années 90 quand les antirétroviraux étaient étudiés. Et c'est comme ça que l'activisme thérapeutique sida est né aussi. C'est avec un accès au protocole d'essai, aux résultats intermédiaires. Donc il y avait la possibilité de demander cette transparence. Il fallait faire la transparence sur les contrats négociés, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. À quoi est-on tenu? À quoi les laboratoires sont-ils tenus en matière de dose, en matière de production? Quelles sont les responsabilités? Et il fallait aussi produire des publications, des résultats intermédiaires, de façon à ce que chacun, et notamment des comités indépendants de chercheurs, puissent, aux essais de phase 1, aux essais de phase 2, aux essais intermédiaires de phase 3, vérifier ce qui a été fait par les industriels, voir à quelles questions il était réellement répondu, de façon à pouvoir nourrir le débat public de façon solide et argumentée, à préparer la confiance vaccinale, parce que c'est ça aussi, la méfiance envers le vaccin, elle est liée aussi à l'opacité, et réduire cette sorte de pari qu'on doit prendre entre les bénéfices et les risques. On est face à un dilemme, il y a l'urgence de la situation qui veut qu'on veut des produits rapidement, et en même temps, la recherche, elle a besoin de temps pour obtenir quelque chose de sûr. Donc, avec la transparence, ce dilemme, on l'a allégé un petit peu, il n'est pas certain que ça aurait été... qu'on aurait eu des produits plus vite, et surtout, ça permettait des échanges et une collaboration entre les équipes de chercheurs plutôt que ce modèle de la course
qui a été choisi, qui voilà le modèle de la course, de la compétition. Je serai le premier, non c'est moi, que ce soit compétition entre industriels ou compétition entre pays, et qui fait qu'au lieu d'avoir les intérêts de santé en tête, on a avant tout eu les intérêts économiques et les intérêts géopolitiques des dirigeants qui voulaient être les premiers. Oui. Vous l'avez bien expliqué, du coup aussi ce manque de transparence par rapport à la politique des vaccins, des productions des médicaments alimente une méfiance très grande en France. Et qu'est-ce que vous pensez de la stratégie vaccinale? C'est-à-dire on a des vaccins, en ce moment on commence à vacciner. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de, au moins, ce passage de le faire de la bonne manière? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord se rappeler que pour l'instant, ce que l'on sait des vaccins qui sont homologués, c'est qu'ils empêchent des formes graves de la maladie. On ne sait pas, on n'a pas la certitude qu'ils jouent un rôle au niveau populationnel et on ne sait pas s'ils vont couper les chaînes de contamination, s'ils vont empêcher des contaminations. On a quelques signes qui nous arrivent de certain nombre de pays où la vaccination a bien avancé, qui nous permettent peut-être d'être un peu optimistes, mais pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Donc à partir de là, il était logique au départ, la stratégie vaccinale soit tournée vers les personnes chez qui les formes graves de la maladie sont mortelles. Donc les personnes très âgées, les personnes présentant des comorbidités. Donc au niveau de la définition des populations, il n'y a pas grand-chose à dire. Le seul souci, c'est que cette définition des populations, elle est arrivée très tard parce que les sociétés savantes, les comités indépendants, qui auraient pu nourrir la réflexion préalable, n'avaient pas accès aux informations qui aurait permis de choisir le public et surtout d'expliquer à tout le monde pourquoi on choisit tel public et tel public en priorité. Comme on n'a pas de vision à long terme sur les autres vaccins qui sont en cours de recherche, d'homologation, on ne peut pas préparer une stratégie combinée en se disant tiens, tel vaccin pourra plutôt servir pour telle personne, tel vaccin pourra servir plutôt pour telle personne. Et donc, une fois de plus, on se retrouve dans la réaction, dans la réactivité. Donc le souci, c'est pas la stratégie en tant que telle, la définition des populations, etc. Le souci, c'est l'organisation logistique derrière, qui fait que ce gouvernement a été incapable, a totalement raté le démarrage de la campagne de vaccination. Ce raté, il entretient encore plus la méfiance envers le vaccin, puisque ça nous montre que les autorités ne sont pas compétentes. Donc ça n'aide pas à gagner en confiance envers un vaccin. Et puis surtout, ça retarde d'autant des produits qui pourraient sauver des vies. Donc on est effectivement dans une situation qui est l'illustration complète de l'arrogance, de l'incompétence et du manque de transparence qu'a voulu ce gouvernement. Et pour parler des personnes qui vivent avec les VIH, ils ne sont pas prioritaires dans cette campagne de vaccination. Alors, selon plusieurs études, on sait que des personnes séropositives au VIH qui répondent bien au traitement et qui ont donc une charge virale indétectable ne présentent pas un risque aggravé par rapport au Covid, par rapport à l'évolution du Covid, du moins dans l'état actuel des connaissances. La question, et c'est aussi un des problèmes des discours que l'on tient dans la lutte contre le sida autour de tous les progrès thérapeutiques, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que la communauté sida se pose, c'est que même si les progrès ont été immenses, même s'il faut s'en féliciter, que ce soit en matière de prévention, TASP, que ce soit en matière de PrEP, etc., on ne doit pas oublier qu'il y a quand même des personnes qui sont contaminées au virus du sida depuis très longtemps, qui peuvent échapper au traitement, qui ont des séquelles des traitements très toxiques ou d'une maladie opportuniste associée au sida et qui sont beaucoup plus fragilisés et qui devraient là faire l'objet d'une attention beaucoup plus particulière d'une façon générale par rapport au sida, mais là en période d'épidémie et de pandémie aussi. Et pour conclure, j'ai une question qui va un peu au-delà de ce discours plus scientifique. C'est-à-dire, vous avez mis en lumière plusieurs zones d'ombre, que ce soit la stratégie vaccinale, que ce soit la chaîne du médicament, et vous disiez qu'il faut s'opposer à tout ça. En une période où on est confiné, où il y a un couvre-feu, quelles sont, à votre avis, les manières politiques de sortir, de démontrer une vision différente? La prise de parole dans l'espace public comme on peut le faire, qui est quand même beaucoup plus facilitée maintenant par les réseaux sociaux, par Internet, malgré toutes les limites, et qui donc permet, sur la base d'une expertise forte,
de pouvoir produire dans l'espace public un contre-discours, la mise en avant des responsabilités, mais ce qui est très très important aussi, et ça a été aussi le cas de l'activisme SIDA dès la fin des années 80, c'est d'être force de proposition. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le débat public ne se réduise pas uniquement à des critiques du gouvernement, même si elles sont parfaitement légitimes. Il faut aussi montrer qu'il y a des propositions, et des propositions, il y en a beaucoup. Il y a celles que nous faisons, mais il y en a plein d'autres. Et si je vous dis ça, c'est que donc au moment où nous, là, on enregistre cette émission, on est vendredi, hier, Emmanuel Macron a à nouveau rejeté toutes les critiques qui étaient portées sur sa politique en parlant d'une nation de 60 millions de procureurs et en osant même dire que les critiques de son action politique empêchaient les chercheurs de travailler, qu'il considérait que c'était comme une entrave à la recherche. C'est totalement inadmissible d'entretenir ce type de confusion. Et c'est d'autant moins inadmissible que cela coupe depuis un an Emmanuel Macron des solutions pratiques pour faire avancer les choses. Je donne un exemple, en plein mois de mars, les laboratoires vétérinaires avaient des machines à disposition et des réactifs à disposition, ont proposé leurs services pour pouvoir étendre le dépistage PCR alors qu'il était totalement inefficient à ce moment-là. Ils ont mis 3 semaines ou un mois à être entendus. On a depuis quelques mois à Marseille une brigade de marins-pompiers qui fait du dépistage d'eau usée de bâtiments, ce qui leur permet en fait d'identifier très rapidement, en fonction de la concentration du virus qu'ils arrivent à voir, des endroits comme des établissements scolaires ou des EHPAD où il est nécessaire de faire du dépistage ciblé parce qu'on se rend compte que la concentration y est plus forte. Là encore, leur initiative, elle n'est soutenue à aucun moment au niveau national, elle n'est pas reprise alors que ça fait des mois qu'elle existe et des mois qu'elle fait l'objet de rapports élogieux. Donc voilà, entre ça, les propositions que nous faisons, il faut quand même rappeler qu'au moment des pénuries de médicaments dans les hôpitaux, nous, on a mis en contact le gouvernement avec un pharmacologue qui avait identifié des producteurs de matières premières disponibles, notamment pour le midazolam, un sédatif qui venait à manquer. On n'a reçu aucune réponse et même au contraire, un conseiller du cabinet ministériel nous a à un moment donné traité d'irresponsables. Donc, dans l'espace public, ce qu'il faut bien voir, c'est que la critique, le débat public est saturé de critiques, tant la politique du gouvernement, elle est parfaitement critiquable. Mais cette saturation, elle n'est pas non plus sans problème, puisqu'il y a aussi du jeu politicien derrière, entre l'extrême droite, la gauche. On approche de l'échéance électorale. Donc on sait aussi que ces débats-là, ils vont être rendus plus confus par les stratégies politiciennes qui vont être mises en place. Et donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile, l'association de lutte contre le sida, il faut aussi qu'on soit force de proposition. Et je pense qu'il y a une dernière chose, c'est qu'il faut sortir de la volonté de respectabilité. Je relisais là des textes d'Act Paris du début des années 90 et j'étais frappé de voir à quel point on manque d'un discours extrêmement fort décidé, qui ne lâche rien sur la question du droit à la santé dans l'espace public. On a vraiment l'impression d'une acceptation collective comme si c'était inévitable ce qui nous arrivait, alors que non, on a besoin, on n'a pas besoin d'une réelle politique avec des stratégies à 4 bandes pour tenter de convaincre tel cabinet. On a besoin d'un discours public fort et décisif. Le droit à la santé en France n'est pas respecté. Et je dis en France, mais il est absolument décisif, notamment pour le vaccin, par exemple, de rappeler que nous sommes en train à nouveau d'organiser la pénurie des vaccins en Afrique, comme on a organisé la pénurie des médicaments contre le sida, en refusant à l'Afrique, c'est la France et l'Union européenne qui ont refusé à l'Afrique une clause leur permettant de contourner les brevets pour obtenir des vaccins à moindre prix, mais aussi, par exemple, en n'important directement d'un laboratoire d'Afrique du Sud les vaccins pour l'Europe. Et donc ça, on doit le dire, on doit le dénoncer. On a besoin collectivement d'une parole forte, experte, constructive, mais sans concession sur le droit à la santé. Merci Jérôme Martin de l'Observatoire sur la transparence des médicaments. Merci à vous. Alors, vous l'avez entendu, selon l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, ces 12 derniers mois, ils ont montré que la privatisation de la recherche était vouée à l'échec, ainsi que la privatisation du développement et de la production des médicaments et des produits de santé, dont les vaccins.
En ces temps de pandémie, les syndicats de la médecine générale, le SMG, est favorable à une approche de santé publique, à une médecine préventive, donc à la vaccination, mais ces principes ne doivent pas se faire au détriment de la sécurité des populations. Aujourd'hui, le fichage systématique dans la base vaccin Covid ne garantit pas, selon l'SMG, la sécurité des données personnelles. Écoutons Mathilde Boursier du SMG sur le point de vue sur la stratégie médicale des vaccinations et sur le fichage de ceux qui s'est fait vacciner. Plutôt, nous, on considère que c'est difficile de se positionner en tant que syndicat aujourd'hui là-dessus. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est un fait, quoi. C'est tôt, on ne sait pas exactement. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, plutôt, nous, on préfère pour l'instant ne pas se positionner en tant que syndicat sur la façon dont les choses sont faites et organisées. Voilà. Mais vous mettez quand même l'attention sur un possible fichage qu'il y aurait suite à un déploiement d'une vaccination un peu de la population générale. Oui, et en fait, en tout cas, aujourd'hui, les personnes qui souhaitent être vaccinées contre le coronavirus sont fichées dans une base de données de l'assurance maladie. Et cette base de données est versée au Health Data Hub, donc à cette méga plateforme de gestion des données de santé qui est actuellement administrée par Microsoft. Voilà, et donc nous, on met en garde là-dessus en disant qu'en fait, il n'y avait pas besoin de faire ça pour vacciner les gens. Si on veut vacciner les gens, on peut le faire avec les outils qu'on avait déjà et on n'a pas besoin de collecter les données personnelles de toutes ces personnes. Voilà. Donc en fait, derrière, ce que nous on considère là, c'est qu'il y a une contrainte qui ne dit pas son nom, mais qui est quand même exercée dans le cas de la vaccination, puisque finalement, pour être vaccinés, les gens doivent aujourd'hui accepter d'être fichés. Les gens peuvent quand même se refuser de rentrer dans cette base de données ou pas? En fait, c'est a posteriori. Ils peuvent s'opposer à la transmission de leurs données à des fins de recherche ou d'utilisation commerciale sur la plateforme des données de santé. Mais pour ça, il faut que les gens écrivent. Donc il faut faire une demande écrite auprès du directeur de la CPAM ou du délégué à la protection des données ou sur leur espace numérique de leur compte Amélie. Et si ça marche pas, de contacter la CNIL. Donc c'est quand même des procédures qui sont complexes et difficiles d'accès pour la plupart des personnes en fait. Sinon, en cas contraire, l'assurance maladie elle va directement collecter ces données. Oui, tout à fait. En soi, est-ce que ces données soient collectées? Pourquoi ça pose un problème pour vous? Pour nous, ce qui est compliqué avec la collecte de ces données, c'est que c'est des données qui sont très 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 sensibles. En fait, nos données personnelles, donc nos noms, prénoms, date de naissance, numéro de sécurité sociale et le fait qu'on ait certaines maladies ou pas, qu'on rentre dans certains critères de vaccination ou pas, en fait, c'est des caractéristiques qui nous rendent plus ou moins vulnérables. En fait, en stockant ces données et en les agrégeant, c'est-à-dire plus il y a de la donnée, l'intérêt de la donnée, c'est quand elle est nombreuse. Ça permet effectivement de retraiter ces données dans d'autres buts. Alors, il y a des buts de recherche scientifique publique, mais il y a aussi des buts d'intérêt privé, et notamment potentiellement des buts d'assurance qui vont chercher ainsi à faire en fait du profit en connaissant mieux nos comportements et nos particularités en termes de santé. Donc nous, on trouve ça très très dangereux. En fait, la constitution de fichiers immenses dans lesquels on peut croiser tout un tas de données. A fortiori, aujourd'hui, on sait que la sécurité en termes d'anonymat ne peut être garantie sur ces données car ces données sont très très spécifiques. En fait, on sait qu'avec très peu d'éléments, en fait, on va pouvoir retrouver une personne parce que vous avez très peu de chances ou de risques, c'est l'un ou l'autre, d'avoir une autre personne qui a en fait le même type de profil. Voilà, donc ça, on considère nous que c'est dangereux. Yeah man, Selassie, Rastafari. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Parce que chacun sait que Martinique, Guadeloupe ou Guyane,
condamne. La situation empire, ça devient incontrôlable. Des générations entières ont souffert bien plus qu'au bagne. L'an 2000 n'est pas une plantation aux descendants d'esclaves. Faut savoir que je ne juge personne et personne je ne blâme. Mais si beaucoup de jeunes s'obstinent à se tourner vers la cam, c'est parce que certaines personnes ont droit à ce qu'on ne les condamne. Ne me dis pas que tu ne sais pas qui rentre la drogue au kilogramme. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Hey. Y'en a qui se battent pour l'indépendance. La majorité préfère être sous la tutelle de la France. Suivre les lois de son système pour eux est une assurance. Pour montrer qu'ils adhèrent à fond, manquent leurs préférences. En consommant tout ce qui vient de l'extérieur à outrance. Faut savoir que je ne fais pas partie de leur manigance. J'ai quoi qu'ils fassent, ils changeront pas ce que je pense. Depuis mon enfance, j'ai pour en Afrique une attirance. Hey, la Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Hey, pour nous reconnaître ça yo fait, yo reconnaître ça yo dit. Notre cas comme toujours que yo fait, pour profiter de la vie qui ça se comprend yo qu'est fait. De plus que ça qui n'est jodi, pas comme des personnes en l'air. Faudrait nous travailler pour nous, même si nous qu'à songer. Qui m'en y a grand-papa nous souffre pour s'attraper. Si vraie liberté, ça yo t'es qui est raché. Dis ouais nous vivons sans un morceau, te quitte à nous dans un pays que yo pour me pour jamais. Tout le monde y a nous là pour faire, tout le monde y a nous là pour dire. Si nous des bagailles nous qu'à ouais, c'est à nous dire réagir. Au droit attend en la guerre, à sous ça il finit dit. Faut que ça pas qu'à faire pays du bout de ça Les Séropotes est une association LGBT+, on les a déjà rencontrés ici à l'émission, et c'est une association qui fédère les personnes vivant avec les VIH et leurs proches. Il met en œuvre un nouveau site internet qui s'appelle viepositive.org. Ce projet a pour mission d'accompagner dans l'élaboration des stratégies pour bien vivre avec les VIH, fournir une information claire et accessible orientée vers les bons dispositifs et structures compétentes, proposer un parcours adapté aux différentes typologies de personnes et aider à améliorer la relation entre les patients, les médecins et les milieux associatifs. Et plein d'autres choses encore. La parole à Roman Krakowski, président de l'association Les Séropotes. Notre association Les Séropotes accompagne des personnes vivant avec le VIH qui sont plus liées à la communauté LGBT, mais les questions qu'on se pose sur leur accompagnement, je pense, sont communs à tous les associations qui travaillent auprès de ces différents publics. Et on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'une personne a besoin d'un accompagnement qu'il va nécessairement voir des personnes ou des structures qui peuvent les aider. C'est d'ailleurs souvent des personnes qui ont le plus besoin de l'aide, qui ont le plus de difficultés d'aller vers les structures. Et donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en discutant avec les uns et les autres, on s'est rendu compte que des questions qu'on se pose par rapport à nos publics, par rapport à leur accompagnement, etc., ne sont pas différentes de celles que peuvent se poser des associations qui accompagnent des personnes issues de l'immigration, des publics hétéros, etc. Sauf que, en fonction de l'identité de la personne, de ses origines, de ses langues, de son niveau socio-professionnel, les réponses peuvent parfois varier. Et donc, on s'est dit qu'il y a une place pour un outil numérique qui met en commun le travail que les uns et les autres ont développé au fil des années pour l'accompagnement de ces publics et partager le savoir-faire. Il y avait aussi un dernier élément, c'est que aujourd'hui les pratiques d'information, la façon dont on s'informe ont énormément évolué.
et on passe beaucoup via l'Internet. La première chose qu'on fait quand on cherche une information sur le VIH, par exemple, ou sur les groupes de parole, c'est qu'on va sur Internet et on essaie de trouver l'information en ligne. On n'utilise plus ou quasiment pas des outils papier qui ont pu être développés dans le passé. Donc il y a plusieurs guides d'accompagnement qui ont existé, qui ont été développés soit par SIDA Info Service, par Aide ou par d'autres associations, mais qui étaient des outils papier et donc dont la diffusion passait par des canaux un peu différents. L'outil numérique nous permet en fait de résoudre ce problème d'accès à l'information et donc et en plus d'utiliser des moyens de communication que sont par exemple les vidéos, les images, les enregistrements d'émissions, les podcasts, etc. Et de mettre à destination d'une personne tous les outils en fait qui peuvent exister et qui sont développés par les différentes structures. Donc c'est un peu ces raisons-là qui nous ont amenés à se poser la question, voilà, est-ce que on ne devrait pas développer un outil qui permet à une personne qui en a besoin de bénéficier du travail, de l'expertise que certaines associations ont pu développer, sans pour autant que, dans un premier temps, la personne aille vers la structure. Même si, je ne vous le cache pas, l'objectif derrière, c'est d'aider la personne aussi à identifier les bons interlocuteurs et donc, à terme, de l'amener vers les structures, vers les organisations, les associations, les outils qui peuvent l'aider dans son travail personnel sur quelle place doit occuper le VIH de ma vie, comment je dois régler certains problèmes administratifs, comment je dois me défendre si je suis victime de sérophobie, par exemple. Le dernier objectif, une dernière mission à laquelle le site tente de répondre, c'est de construire aussi un annuaire de ressources dont une personne qui vit avec le VIH ou leurs proches ou les accompagnateurs ou des personnels soignants peuvent avoir besoin pour mieux construire des stratégies de bien vivre avec le VIH. Donc ça peut être par exemple identifier une association, identifier une administration, identifier un groupe de parole, un médecin sérofriendly, etc. Et il y a certaines associations qui, dans le passé, ont développé des annuaires en fonction du périmètre d'intervention de chaque structure. Mais ce qui manquait, en tout cas c'est le diagnostic qu'on a fait, il manquait une base, un annuaire commun, partagé par tous et construit collectivement. Et donc c'est aussi à cet objectif-là que cherche à répondre à cette plateforme qui s'appelle Vie Positive au pluriel, donc vipositive.org, de créer un méga annuaire commun à destination des personnes qui vivent avec le VIH, proches des personnes qui les accompagnent. Oui, du coup, il s'agit vraiment d'un outil avec du contenu partagé avec des autres associations, mais aussi avec du contenu que vous produisez pour lier peut-être certains sujets qui sont traités de manière différente de différentes associations. C'est à ça qu'il faut s'attendre en fait. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a construit cette plateforme en fonction des moments de vie où la question de la place du VIH se pose. Donc c'est le moment de l'annonce, par exemple, c'est le moment je veux construire une relation. Je veux être parent, je veux mener certaines démarches administratives, ou je veux me défendre lorsque je suis victime de sérophobie. Donc il y a différents moments dans la vie où le VIH ressort. Et donc on a construit donc ce site en fonction de ces moments de vie et on cherche à apporter à la personne qui peut dans ces moments de vie être confrontée à cette question, en fait, comment traiter le VIH par rapport à une situation donnée, par rapport à une série de questions, est-ce qu'il faut le dire ou pas, à quel moment, etc. Donc construire des soutiens qui sont à la fois d'abord un soutien texte, donc qui permettent à la personne en fait de se poser des bonnes questions. On ne cherche pas à donner
des recettes toutes faites, mais plutôt à amener la personne à se poser des questions parce que en fonction de sa situation, les réponses vont varier à cette question. Par contre, on peut lui aider à se poser les bonnes questions et donc la mettre aussi en relation avec les bons interlocuteurs. Et donc, pour élaborer des bonnes questions, il faut avoir une bonne information, celle qui est à jour, et le site a un avantage par rapport au papier de pouvoir réactualiser régulièrement les contenus. Donc, être informé, identifier les bons interlocuteurs qui peuvent m'aider et éventuellement faire les démarches. Et comme tu viens de le dire, on va s'appuyer sur l'expertise des uns et des autres, parce qu'en fonction des publics que prennent en charge les différentes associations, les associations ont développé des outils, que ce soit des guides papier, des guides numériques, PDF, etc., des podcasts, des émissions radio, etc. Et donc on essaye en fait de faire une forme de sélection de ce qui, compte tenu de la question que la personne se pose, est le plus pertinent, le plus réactualisé, le plus actuel, et aussi donc du coup le plus bien fait. Voilà, on le sait très bien, hein, le VIH évolue très vite et les informations vieillissent également très vite. Donc on a essayé d'identifier des supports qui sont les plus actuels. Donc si tu veux, ce qu'essaie de faire cette plateforme, c'est de construire une forme de fenêtre vers un univers dans lequel une personne qui vient de se contaminer, ou d'ailleurs qui vit avec le VIH depuis plusieurs années, a besoin de s'orienter pour identifier la bonne information, les bons interlocuteurs, etc. Donc c'est vraiment un guide d'orientation globale qui s'adresse à tous les publics qui sont concernés par le VIH et qui leur donne une première information vérifiée, mise à jour, de qualité, et les met en relation ensuite avec les bons interlocuteurs pour faire ce travail, poursuivre ce travail en binôme et co-construire avec la personne les réponses à ces questions. Parfait. Et pour terminer, quand est-ce qu'il sera en ligne? Donc, le projet est mené depuis un an maintenant, donc avec des associations partenaires, avec l'entreprise Publicis qui nous a aidés dans sa construction. Aujourd'hui, on est en phase finale du projet, l'alimentation en contenu. Et si tout se passe bien, la plateforme devrait être lancée dans la première quinzaine du mois de mars. Et voilà, le temps passe vite, on enchaîne avec les annonces du cœur. Les annonces du cœur, vous les trouvez sur notre site internet en anglais annonce. Il faut s'inscrire avec une adresse mail valable. Vous pourrez publier votre annonce ou échanger entre vous et vous écrire, vous appeler. Et sachez que tous les messages sont validés avant d'être publiés. Du coup, un peu de patience. Je vous lis quelques derniers messages qu'on a reçus sur le site internet. Bonjour, je suis une jeune Camerounaise séropositive indétectable, très bonne hygiène de vie. Je ne fume pas, je bois très rarement l'alcool. J'ai 33 ans, mère d'un grand garçon, chrétienne catholique engagée. Je suis plutôt renfermée casanière car je n'aime pas sortir seule, sauf si c'est nécessaire. Je donne de l'amour à celui qui m'aime, me respecte, et qui est aussi responsable. Je vis au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Je recherche un homme indétectable, hygiène de vie saine, qui prend son traitement sans contrainte, respecte ses rendez-vous à l'hôpital, a des enfants et il n'en veut plus, vivant au Cameroun, à Yaoundé, au Douala. Un homme attentionné, responsable, non-fumeur, âgé entre 45 et 50 ans, chrétien. Merci et au plaisir de vous lire et de trouver affinité. Salut, je suis une jeune femme de 31 ans, camerounaise. Je vis à Yaoundé. Je recherche un homme séropositif stable et sérieux pour une relation sincère. Si vous êtes intéressé, veuillez m'écrire. Bonjour, je m'appelle Fabrice, j'ai 33 ans, je vis en France. Je cherche une femme entre 22 et 33 ans, voire plus.
L'amour est une priorité, mais l'amitié n'est pas refusée. Serrons-nous les coudes. J'aimerais qu'elle réside en France. Je réside dans l'est de la France, pas loin de Paris. J'aimerais qu'elle soit dans les coins ou même en Belgique. Bise à vous, mademoiselle. Une caresse dans les cheveux et sur la joue tendrement. Bise. Je suis disponible pour discuter sur WhatsApp. Et je termine avec un dernier message. Bonjour, je vais éviter les blabla. Femme de 35 ans, d'origine camerounaise, 2 enfants, réside en région parisienne. Recherche homme responsable de 35 ans à 42 ans. Ayant aussi des enfants. Homme, blagueur, s'abstenir. Et c'est tout pour les annonces du cœur de cette semaine. La parole à Sarah pour les infos de la semaine. Alors, es-tu concerné par la gratuité des masques chirurgicaux ? Certaines personnes peuvent avoir des masques gratuits. Il existe des boîtes de 50 masques pas chers, mais si tu les changes toutes les 2 heures, ça reste un budget. Mais alors, qui peut obtenir des masques gratuitement chaque mois ? Alors, il y a les salariés des entreprises, le personnel soignant, les aidants à domicile et le personnel paramédical, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes qui ont un cancer, la mucoviscidose, la sclérose en plaques et autres maladies graves, ceux qui ont des pathologies chroniques respiratoires, les personnes vivant avec le VIH et les personnes greffées d'organes. Mais pour bénéficier de la gratuité des masques, environ 10 par semaine, il faut une ordonnance et retirer les masques en pharmacie. Ils seront pris en charge par la Sécurité sociale. Et jusqu'au 15 février, l'assurance maladie enverra 6 masques lavables en tissu à ceux qui bénéficient de l'aide médicale de l'État, la complémentaire santé solidaire et l'aide pour une complémentaire santé. Une enquête sur le VIH et la transidentité. L'ANRS, Aide et Accept ST se sont associés pour faire une enquête nommée Trans et VIH et ST. Le sujet de l'enquête est la santé et les conditions de vie des personnes transgenres vivant avec le VIH. Nous sommes mal informés sur la transidentité, surtout lorsqu'il est mêlé au VIH. Les objectifs du projet sont de caractériser les parcours de vie des personnes trans vivant avec le VIH et d'identifier les besoins des personnes trans séropositives en termes de santé et de santé sexuelle. Elle va servir aussi pour informer sur les discriminations et sur les stigmatisations perçues par les personnes concernées. C'est une enquête nationale d'une durée d'1 an auprès de toutes les personnes trans séropositives suivies dans tous les services VIH en France. Elle comporte un questionnaire socio-comportemental en face à face et une grille biographique, conçue pour reconstituer les parcours de vie de manière rétrospective sur des facteurs de vulnérabilité, sur les conditions de leur prise en charge médicale et sur leurs conditions de vie. La situation des personnes trans évolue favorablement, surtout d'un point de vue administratif et juridique. Mais il reste du chemin à parcourir. Être une personne transgenre, c'est surmonter beaucoup d'obstacles pour la reconnaissance de ses droits et son accès aux soins. Pour les personnes trans séropositives, l'infection au VIH s'ajoute à ces difficultés. Si tu veux participer à l'enquête, il faut te rapprocher du médecin qui te suit pour le VIH. Tu peux aussi avoir des renseignements par mail à transvih.u 1252@inserm.fr. La résidence, un restaurant pas comme les autres. Mais la résidence, c'est quoi ? C'est l'un des premiers restaurants et centres de formation en cuisine pour les réfugiés en France. Fondé par Louis Martin et Marine Madrila, l'établissement accompagne et valorise les talents du monde pour qu'ils puissent s'intégrer. La résidence se trouve sous un hangar de Paris, dans le 12e arrondissement. C'est un lieu culturel et social appelé Ground Control. Il détient des restaurants, des bars, une librairie et même une scène de spectacle. La convivialité était vraiment le maître mot de ce lieu avant la Covid-19. La résidence est dédiée à l'insertion des réfugiés. Des cuisiniers réfugiés proposent leur cuisine dans ce restaurant, le reflet de leur culture et de leur histoire. Harouna Sow est un réfugié mauritanien et en tant que chef formateur, il dirige une équipe de commis réfugiés.
Fermé à cause de la crise sanitaire, le restaurant se consacre à l'aide alimentaire. Nous produisons 200 repas par jour pour les bénéficiaires des Restos du Cœur, explique le chef. On voulait contrer les discours misérabilistes et anxiogènes qui étaient véhiculés à leur sujet. Grâce à la cuisine, on peut faire évoluer le regard sur les réfugiés, annonce la gastronome Marine Mandrila. Après leur formation, la quasi-totalité des personnes réfugiées trouvaient un emploi dans la restauration, dont 2 qui ont ouvert leur propre restaurant. Le vaccin contre la Covid-19, une priorité aux séropositifs pour la SFLS et le TRT5. On assiste depuis début janvier à des modifications de la priorisation des personnes pouvant bénéficier des vaccins contre la Covid-19. Les prioritaires sont les personnes à très haut risque souffrant de pathologies. Il n'y a pas de critère d'âge si elles ont une ordonnance pour se faire vacciner prioritairement. La Société française de lutte contre le sida et le TRT5 ont conscience des stratégies successives de priorisation de vaccination contre le SARS-CoV-2 et du calendrier prévisionnel de livraison de doses de vaccins pour guider les 3 premières phases des recommandations de la HAS. Il est compliqué pour les associations qui luttent contre le sida de justifier que dans les listes de priorisation de vaccination de Covid-19 devraient apparaître les personnes vivant avec le VIH et immunodéprimées. L'immunodépression est un critère important de vulnérabilité et de mortalité face à la Covid-19. Il est donc important d'attirer l'attention sur l'importance de la vaccination des personnes immunodéprimées et VIH+. C'est les montagnes russes pour la courbe des discriminations contre les séropositifs. Parmi 151 pays qui fournissent des données, 92 pays continuent de criminaliser l'exposition au VIH. Des violations des droits des personnes séropositives qui entravent les efforts pour contrôler l'épidémie de VIH. Ces lois favorisent la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Elles nuisent à la santé publique. Les dernières données d'enquête de population révèlent une baisse des comportements discriminants envers les séropositifs dans certaines régions, mais dans d'autres, il y a un renforcement. En Afrique orientale et australe, les discriminations atteignent des niveaux historiquement bas dans certains pays. Ailleurs, une grande proportion d'adultes continuent d'adopter des attitudes discriminantes vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Dans 25 pays sur 36 ayant produit des données récentes, plus de 50% des personnes entre 15 ans et 49 ans ont déclaré adopter une attitude discriminante vis-à-vis des séropositifs. L'égoïsme des pays riches durant la crise sanitaire. Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'OMS, annonce que seulement 25 doses de vaccins sont fournies pour le moment, aux pays au revenu le plus bas du monde. Lors d'une réunion du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, à Genève, il fait des aveux. Le monde est au bord d'un échec moral catastrophique, et le prix de cet échec sera payé par les vies et les moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde. Il dénonçait l'attitude égoïste des pays riches et critiquait les fabricants de vaccins. Il recherche l'approbation réglementaire dans les États riches plutôt que de soumettre leurs données à l'OMS, qui sert à obtenir un feu vert à l'échelle mondiale pour l'utilisation du vaccin. La promesse d'un accès équitable à travers le monde au vaccin contre le coronavirus est compromis. Le chef de l'OMS soulignait que 39 millions de doses du vaccin contre la Covid-19 étaient administrées dans au moins 49 pays riches. Dans le même temps, seulement 25 doses ont été administrées dans un des pays au revenu le plus bas. La situation s'aggrave par le fait que des fabricants donnent la priorité à l'approbation réglementaire dans les pays riches où les bénéfices sont plus élevés. Cette approche égoïste met en danger les plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde, déplore-t-il. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui.
Et on salue notre Sarah parce que c'est la dernière fois qu'elle est à l'antenne avec nous, je le répète. En tout cas, merci pour tout. Merci de m'avoir accueilli dans ton émission. Merci Sarah, merci de nous avoir toujours accompagnés. Et voilà, Vivre avec les VIH continue encore la semaine prochaine. Après, on sera en rediffusion pendant 2 semaines, le temps des vacances scolaires en Ile-de-France. Et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.